Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'ActuWeb by SEO Camp. Le sondage a parlé, vous avez choisi ce nouveau nom. Aujourd'hui à mes côtés, David, Kevin, Stéphane. Bonjour messieurs. Bonjour Christophe. Salut. Bon, une actualité chargée encore cette semaine. N'oubliez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir cette vidéo tous les lundis et bien démarrer la semaine. Alors, première actu sympa, on vous en avait parlé il y a quelques semaines, on a retrouvé Jack Ma. Stéphane, je crois que tu as vu passer une vidéo du fondateur d'Alibaba hier. Oui, alors il nous a fait du chinois dans le texte. Chaque fois, il est arrivé, il s'est excusé, il s'est aplati. Voilà, on sent bien qu'il a peur. Point positif quand même, Alibaba est remonté en bourse de 8% grâce à sa réapparition, pardonnez-moi. Donc voilà, donc c'est reparti pour un tour, mais bon, on connaît la politique du gouvernement chinois. On sait très bien que c'est pas très bon d'être entrepreneur en Chine quand on n'est pas totalement d'accord avec le régime chinois. Alors oui, il est réapparu. Est-ce qu'il va redisparaître? On ne sait pas. C'est peut-être un magicien. Il s'est peut-être découvert une nouvelle carrière de magicien. C'est à suivre. Ok, ça marche. Bon, allez, on continue sur les personnalités du web. Toi, David, je crois que tu as vu un sujet intéressant pour le fondateur d'OVH. Voilà, en fait, c'est plutôt quelque chose qui ferait partie des faits divers, puisque Octave Klaba, donc le fondateur d'OVH, qui est notre, je pense, entreprise tech française la plus importante, eh bien, a été vacciné contre le ou la Covid, hein, vous dites comme vous voulez. Alors, pourquoi j'en parle? Parce que ça peut permettre de revenir sur certaines choses d'OVH et dire également que voilà, c'est une entreprise qui dépend d'une personne et il faut savoir quand même qu'elle est donc à risque et notre entreprise première française, voilà, dépend de ce garçon. Et si vous le suivez, OVH, en fait, il y a un énorme décalage entre ce qu'en disent les médias. Cédrico, là, le secrétaire d'État au numérique, explique qu'ils sont très bons, et la réalité. Nous, on sait tous quand on travaille avec OVH que c'est un cauchemar. Moi, regardez, j'ai plus de cheveux, c'est à cause d'eux. C'est vraiment quand on a fait 3000 transferts de nom de domaine avec OVH, c'est impossible d'être serein. Bref, OVH, c'est une magnifique histoire, mais ils sont catastrophiques. Et on voit Octave Klaba. Je pense que voilà, dans sa vie, il a atteint ses objectifs. Aujourd'hui, si vous suivez, il veut faire de la musique, il enregistre un album, il est à fond dans son truc, mais on peut le comprendre. Quand on a une santé voilà, délicate, qu'est-ce qu'il a de plus que ça aujourd'hui à penser? Donc, bon, je ne sais pas si vous avez à réagir là-dessus, mais donc il a été très gravement malade et si il était en indisponibilité, s'il ne pouvait plus travailler, je pense que OVH, qui est déjà juste une belle histoire, mais en réalité, c'est une entreprise quand même très bancale. Sans Octave Klaba, ça serait encore plus compliqué. C'est pour ça qu'il y a Eric Paulin, il y a quand même un autre patron, je crois, mais bon, il me semble que c'est lui le pilier de tout ça. Je ne sais pas si vous avez à réagir. Non, moi, je n'ai Rien à pas dire. grand-chose à ajouter. En effet, j'ai commencé à travailler avec eux il y a très, très, très longtemps. Bon, les plus jeunes ne connaissent même pas cette époque. Mais ouais, je suis pas trop à l'actualité de la partie. Tout le reste, j'ai juste une vision un peu technique des choses. On sera jamais sponsorisé par OVH a priori, c'est tout. Je pense que c'est mort à partir d'aujourd'hui. On ne sera pas sponsorisé par OVH, ou alors les cheveux vont repousser peut-être. Bon, David, j'ai vu que tu as vu passer aussi une autre actu donc, de ton réseau social préféré, TikTok. Je sais que tu es un grand fan et un utilisateur acharné de TikTok, donc tu as vu passer une info sympa là-dessus aussi. Alors, c'est vraiment une info intéressante parce qu'ils ont dépassé en nombre d'utilisateurs Facebook, c'est bien ça. Moi, je suis, comme tu l'as dit, un peu largué avec tout ça. Enfin, tu l'as pas dit comme ça, mais tout le monde a compris. Et je trouve vraiment intéressant parce que Stéphane me disait en off que ça ouvre des opportunités. C'est clair qu'il faut s'adapter. On est dans des métiers, on n'est pas prof de maths, où il faut tous les jours se remettre en cause, aller là où la demande se situe. Donc TikTok, moi j'ai un vrai blocage, mais pour nos clients, pour les gens à qui on recommande de prendre les meilleures décisions, apparemment, c'est pas juste un effet de mode pour les gamins de jusqu'à 15 ans. Il y a quelque chose qui se passe sur TikTok. Donc voilà. Facebook, on est certain que ça baisse. Est-ce que TikTok est plus important? Peut-être pas encore, mais c'est la tendance. Mais vous saurez beaucoup mieux que moi, je pense. 1, 2, 3, parce que je suis vraiment le plus largué de ça.
Alors, moi, non, je te dirais rien sur TikTok. J'ai pas tourné la page comme il faut encore, moi, de ce côté-là. Je sais pas, Kevin et Stéphane, vous, si vous êtes des adeptes. Eh bien, moi, je suis les adeptes en tant que consommateur parce qu'effectivement, je trouve des micro-contenus qui sont, voilà, qui sont plutôt sympas, qui sont plutôt intéressants. La grosse majorité, on va pas se le cacher, c'est Kevin, 12 ans, qui publie ses vidéos de Fortnite et voilà, c'est marrant 5 minutes, mais Pourquoi Kevin? Il a pas 12 ans, notre Kevin. pardon Kevin, pardon, excuse-moi. Mais voilà, non, c'est un peu ça, il faut se le dire, c'est un peu l'ado prépubère qui publie son contenu. Mais après, le reste du temps, il y a des contenus très intéressants. Je trouve des contenus, par exemple, sur des corps de métier qui sont vachement bien. Je pense beaucoup, par exemple, aux techniciens de la fibre qui se sont fait connaître comme ça et dans tout le bordel qu'on a sur l'aménagement de la fibre française et des techniciens indépendants se sont fait connaître comme ça et partagent des infos. Maintenant, effectivement, c'est intéressant de dire. Je pense qu'une fois de plus, si on propose du contenu de qualité, ça reste une plateforme indispensable. Maintenant, c'est sûr que quand c'est filmé à la va-vite et qu'on n'a pas grand-chose à raconter, ça donne de la merde. Il faut être très clair. Ouais, je pense qu'il y a deux sujets là-dessus. Alors, le premier, je pense qu'il faudrait qu'on arrête de nommer Kevin toutes les vidéos buzz sur Internet. Ça devrait être un sujet à part entière. Kevin et les paillettes, Kevin Kevin. Une génération de Kevin, quoi. Au-delà de ça, je suis d'accord avec toi, Stéphane. Je pense que, alors, j'utilise pas du tout TikTok. Je l'ai installé le jour où j'ai vu que Emmanuel Macron faisait de la vidéo dessus. Et principalement, je l'ai installé parce que je me suis dit, punaise, si le président décide de le faire alors que c'est au premier abord complètement décalé, c'est peut-être moi l'idiot et ça vaudrait le coup que j'aille me renseigner sur l'application plutôt que de me dire que c'est pas un truc pour moi. Pour l'instant, j'ai pas passé le cap d'aller plus loin, mais je pense que tu as raison, Stéphane. Ça reste une application où du contenu très très niché peut cartonner. Et je sais que dans mon cœur d'activité, il y aurait des audiences à aller chercher. Par contre, après, il faut créer la vidéo de manière régulière et ça, c'est un autre challenge. Donc, pas encore. Ah, Kevin et Stéphane qui l'utilisait plus en tant qu'utilisateur. Moi, j'avoue, je l'ai installé sur mon téléphone et pour l'instant, quasiment pas ouverte. Il y a des notions de durée de vidéo ou ça peut être des choses courtes, longues? Comment ça fonctionne? Parce que bon, moi, je me disais peut-être la semaine prochaine, on fait l'actu web by SEO Camp sur TikTok, quoi. C'est un peu comme la story Instagram, c'est-à-dire que tu as un temps de limitation qui va durer 15 secondes, donc qui est beaucoup plus courte que chez Instagram. Par contre, l'application est plus dénuée graphiquement parlant, web designement parlant, elle est plus simple. Je dirais le seul problème qu'il peut y avoir, c'est qu'on enchaîne de courtes vidéos en courtes vidéos. Et en fait, si vous vous penchez sur TikTok, moi c'est ce que je fais le soir en règle générale, vous vous dites je vais prendre 10 minutes, je vais regarder 2-3 vidéos, et puis en fait à la sortie, vous y avez passé 1 heure et demie et vous vous êtes plongé la tête dedans. C'est un peu le problème chronophage de TikTok en fait. Maintenant, donc Stéphane, on est sur un format court, quoi. Du coup, c'est des vidéos oui, bien sûr. de quelques secondes, enfin 30-40 secondes, ou c'est 2-3 minutes, Non, c'est beaucoup plus court que ça. C'est 15 secondes. Court, d'accord. Ah oui, ouais, okay. C'est 15 secondes. Après, on peut en enchaîner plusieurs, mais la vidéo s'affiche sur une durée de 15 secondes. Mais alors, du coup, comment est-ce que tu peux présenter un sujet un peu de fond, entre guillemets, en 15 secondes? Enfin, moi, à part faire une danse, tout ça, qu'est-ce qu'on fait en 15 secondes? On invite les gens déjà à s'abonner. Donc, une fois qu'ils sont abonnés à ton compte, ils reviennent dessus. Donc, ils ont accès au reste de la vidéo quand tu décides de faire d'autres séquences. Et puis après, ça t'oblige aussi à avoir un exercice quand même qui est assez percutant. Ton storytelling ou l'information que tu vas donner, il faut qu'elle soit percutante. Ouais, ok. Bon, super. Vraiment, bon, malgré tout, hein, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, en effet, je pense que c'est un réseau social clairement à suivre. S'il continue dans ce sens-là et qu'il explose demain, il faut y être aujourd'hui très clairement. Enfin, il a déjà explosé, mais s'il explose encore plus sur le grand public et des gens plus âgés. Ok, allez, on avance, on continue sur une partie, on va parler beaucoup d'investissement, de gros sous, de levée de fonds. David, toi, de ton côté, tu vas nous parler de quelque chose qui est en dehors de notre thématique du web. Tu vas nous parler des technologies quantiques un petit peu. Voilà, donc j'ai vu hier une annonce de l'État français qui a décidé de soutenir l'ordinateur quantique à hauteur d'1,8 milliard d'euros. Donc c'est intéressant parce que
tous les ans, il y a des plans. Alors, il y a eu les objets connectés, je crois, en 2014. Il y avait l'intelligence artificielle. Et à mon avis, c'est juste des effets d'annonce parce que finalement, je dirais que c'est pour montrer que l'État soutient la recherche et qu'on est au courant de ce que demande le marché. L'ordinateur quantique, je trouve ça vraiment pour le coup passionnant. C'est autant les objets connectés, c'est un peu une tarte à la crème, c'est-à-dire ça fait partie de notre quotidien, mais il n'y avait pas vraiment de révolution. L'intelligence artificielle, à mon avis, c'est pareil. Là, dans l'ordinateur quantique, on rentre vraiment dans quelque chose qui peut être révolutionnaire. Alors, pas tellement, je ne sais pas si vous avez suivi, moi je suis passionné par ça, je mets des vidéos en permanence. Je crois qu'on est sur quelque chose qui, à mon avis, est beaucoup plus technique, beaucoup plus complexe. Et là, on sort du storytelling. Alors, par contre, je ne suis pas du tout certain que l'ordinateur quantique existera vraiment. Et de toute façon, ce sera plutôt des accélérateurs. C'est-à-dire qu'on va plutôt avoir des ordinateurs hybrides et le quantique va permettre d'accélérer certaines fonctionnalités. On n'aura pas un PC quantique. Ça, je pense que ça n'existera jamais, en tout cas d'après ce que j'ai compris. Mais ça ouvre des opportunités, des perspectives de calcul sur des situations particulières basées sur la technologie quantique qui est passionnante et qui, en physique, est vraiment le cœur de tout ce qui intéresse les scientifiques d'aujourd'hui. Donc, voilà, c'est pour ça que je voulais en parler. Mais si vous avez des commentaires à faire, eh bien, c'est un sujet pour le coup très riche. Moi, j'ai qu'une seule chose à dire, c'est qu'il y a très longtemps, on pensait que le web ne marcherait pas, on pensait que la micro-informatique ne marcherait pas. Peut-être que dans 20 ans, dans 30 ans, On pensait que TikTok ne marcherait pas. Oui, on pensait que David nous ferait jamais de chorégraphie sur TikTok, mais on espère encore. Mais voilà, non, on ne sait pas ce que la technologie nous réserve. Donc, effectivement, c'est l'avenir en termes de calcul, de recherche. On verra ce qui va se passer dans les années à venir, mais pourquoi pas? Moi, j'aimerais bien quand même qu'un jour l'informatique quantique arrive auprès du particulier. Ça ouvrirait des champs incroyables. En tout cas, il ne faut pas écouter Google, etc., qui explique qu'ils ont des machines avec 80 bits, etc., enfin qubits exactement. C'est vraiment de la communication. Je pense que les grands groupes l'utilisent pour la communication et ce qui se passe du côté de la recherche est beaucoup moins sexy, beaucoup moins avancé. Et c'est pour ça que moi, je suis plus prudent sur l'avenir. Il y a des très bonnes vidéos, il y a des très bons documents. On pourra mettre dans les commentaires ce qui se passe, mais il y a une différence entre ce qu'annoncent les grands groupes et la réalité qui est aujourd'hui juste une toute première approche. Ok, allez messieurs, on repart sur des choses un peu plus terre à terre. On va parler de start-up, de levée de fonds, et on va commencer par une levée de fonds d'une start-up, pour le coup là bien terre à terre, qui gère la compta des entreprises. Georges Tech qui se renomme Indie et qui a levé un bon petit, qui a fait une belle petite levée de fonds. Qui veut nous en parler un petit peu de ça? Je sais qu'on a eu des échanges un petit peu, comment on va dire, on n'était pas tous d'accord là-dessus quand on a préparé ça. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, vous, messieurs, de tout ça? Moi, je vois un joli mirage. J'aime beaucoup mon cabinet comptable qui, à la sortie, me prend guère plus cher que ce que va proposer les deux offres de Indie. En sachant que les offres de Indie sont quand même relativement, je dirais, complètes dans le terme de paperasserie, mais à la fois incomplètes dans le terme de tout ce que les services peuvent être proposés par un expert comptable ou un bon cabinet comptable. Je suis partagé là-dessus. Je me dis qu'il y a un joli effet de com dans la levée de fonds, mais pour moi, ça s'arrêtera à l'effet de com, en fait. D'autant plus qu'il y a plein de néobanques qui vous proposent des services assez proches et qui le font gratuitement, voire à des coûts 4 à 5 fois moins chers. Je sais pas, je suis partagé et je pense plus au boss qu'autre chose, en fait. Ok, t'as eu l'occasion de voir des démos, de le tester, non, l'outil, toi, en termes de fonctionnalité, ça te semble pas aller beaucoup plus loin que ce qui existe déjà aujourd'hui? Si tu veux, quand tu mets le prix en face des services proposés, quand tu regardes les deux offres, tu t'aperçois qu'il n'y a pas d'intérêt à aller plus loin. Voilà. Alors une fois de plus, hein, moi Est-ce que c'est peut-être une offre, c'est peut-être des offres qui se destinent à des petites entreprises qui n'ont pas forcément de cabinet comptable, des choses comme ça? Non, j'ai pas trop suivi moi, donc.
Non, pas plus que ça. Normalement, oui. Normalement, c'est la matière première propose Indie. C'est l'indépendance. Voilà, il faut être très clair. Maintenant, l'indépendant, on y est tous passés. La première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va voir le cabinet comptable de son secteur. Et puis, les premiers temps, on est accompagné gratuitement. Et après, il nous propose un petit forfait. Et je vous le redis, quand on met le prix du forfait que propose le cabinet comptable, c'est guère plus cher. Moi, j'aime bien avoir quand même sur ces problématiques-là de l'humain en face, ce que ne va pas proposer foncièrement Indie au premier abord. Donc voilà, l'informatisation pour l'informatisation, la digitalisation pour la digitalisation. Sur certains corps de métier, je suis pas très fan. Ok. Bon, à tester malgré tout, à voir comment ça évolue dans le temps et on peut une belle levée de fonds pour eux. Donc, on verra par la suite ce qui se passe. Peut-être juste un point sur ce sujet pour aller dans le sens de ce que disait Stéphane. Moi, j'ai aucune connaissance. Par contre, j'ai depuis que je travaille un détecteur de bullshit qui est vraiment très bon et je le vois depuis des années que je détecte. Et là, mon détecteur, il s'est tout de suite mis en route. Et je pense que Stéphane a raison. Par exemple, ils veulent aller aux États-Unis et ils ont expliqué que le but, c'est le marché américain. Tout ça, c'est impossible. Indie.fr, en plus, c'est le nom de domaine. Je sais que on a perdu David qui a été censuré. Non, ça va. Important, mais il y a quand même beaucoup de voilà, c'est une belle histoire, mais est-ce que Indie sera numéro 1 aux États-Unis, etc., comme ils sont en train de l'espérer? Alors, je crois que ça va être, comme Stéphane a dit, un mirage. Ok David, bon, on était en train de perdre notre deuxième sponsor potentiel de la journée et tu as été un petit peu censuré, donc peut-être qu'on a une chance, on n'a pas tout entendu, donc on n'est peut-être pas encore complètement mort à ce niveau-là. Allez, on continue, on va peut-être essayer de dire un petit peu du bien d'une levée de fonds, peut-être. Kevin, toi tu voulais parler de la levée de fonds de Webflow, donc spécialiste du no-code. Exactement. Et là, je pense que par contre, on n'est pas sur du bullshit. Est-ce que Webflow sera alors pour le comparer un petit peu, Webflow aujourd'hui c'est un des leaders sur la partie CMS no code, si on peut le comparer et utiliser du vocabulaire connu dans l'édition de sites internet. Est-ce que ça deviendra le WordPress de la création de projets no-code? C'est peut-être un petit peu tôt pour le dire, et puis je suis pas assez expert sur le no-code pour pouvoir comprendre toutes les spécificités qu'il peut y avoir avec toutes les plateformes qui se montent. Mais en tout cas, ça a bien fait parler dans la communauté. C'est une très, très grosse levée de fonds qui s'enchaîne pour un nouveau projet no-code qui se pérennise, on peut dire. Et on reviendra tout à l'heure sur une autre petite update sur la communauté no-code, mais en tout cas, ça vaut le coup de voir à quelle vitesse ces projets-là et ces plateformes-là arrivent à grossir en termes d'utilisateurs et en termes de levée de fonds. Après, pourtant, ce qui est assez amusant, c'est de regarder le parcours du créateur de Webflow qui explique que ça fait un peu 10 ans qui rame et que ça se passe pas exactement comme prévu, mais là c'est time to market, il est bon et maintenant il y a tout qui pète dans tous les sens et ça c'est assez excitant à observer. Ok, Stéphane, David, peut-être des petites choses à compléter, à ajouter? Non, c'est ok pour vous? Moi juste, alors comme c'est un sujet vraiment intéressant, je pense que le point le plus important de Kevin, c'est en fait le timing. On le voit bien dans les succès sur Internet, c'est pas est-ce que j'ai un bon produit, un bon service, c'est est-ce que ça correspond à la demande du moment. Et aujourd'hui, clairement, on voit chez les startups, on voit cet engouement pour le no-code. Donc, je suis d'accord que ça devrait marcher. En tout cas, il y a vraiment un potentiel. Après, est-ce que le no-code est bien? Est-ce que, on est sur une tendance intéressante sur le fond? C'est pas la question. Quand la blockchain a explosé, tout le monde s'est mis dans la blockchain. 2 ans après, c'était la cata. Aujourd'hui, ça remonte. Donc, c'est le timing qui est important et je suis d'accord avec Kevin. On est sur quelque chose à suivre. Je suis tout à fait d'accord. Bon, merci Kevin, tu as mis un petit peu de paillettes dans notre actualité du jour. Allez, on continue c'est côté investisseurs et on va parler un petit peu des soucis et de la réaction de The Family, donc qui accompagne les startups. Peut-être Monsieur Payette. 3e sponsor perdu. Alors moi, j'ai pas vu l'update.
Non, alors j'ai pas vu passer l'article, j'ai vu passer l'update, mais alors je sais pas si c'est toi, David, ou Stéphane qui avait partagé l'info, mais il paraît que ça refait quelques petits soucis. Moi, tout ce que j'ai à dire sur le sujet, c'est que je pense il se passe beaucoup de choses pour The Family depuis plusieurs années. Il y a des hauts, des bas, il y a toujours des histoires qui reviennent. Mais quelque part, ça fait un peu partie de l'histoire d'un fondateur qui a une propre histoire personnelle avec des hauts et des bas. Et je pense qu'il n'y a pas tout à garder chez The Family, mais il n'y a pas tout à jeter non plus. Ils ont fait énormément pour l'écosystème francophone. Ils ont fait aussi des trucs et ils font des trucs qui sont un petit peu plus douteux en termes de qualité, mais ça, c'est un avis très personnel. Après, bon, l'affront des petits actionnaires, ils sortent d'une année ultra difficile, hein, fermeture des bureaux, refocus sur certaines activités clés, comme beaucoup de boîtes. Après, c'est étonnant de voir The Family prendre une aussi grosse claque sur une année où le digital a autant explosé, mais c'est peut-être aussi le retour de bâton de stratégie un petit peu trop partir dans tous les sens. Mais bon, après, il y a tellement de choses qui se disent sur The Family. Je pense qu'il faut surtout retenir qu'ils font beaucoup pour l'écosystème français. Et ça passe des fois par repousser un petit peu les limites de l'acceptable pour certains actionnaires ou pour certains observateurs externes. Moi, je pense que c'est un peu plus grave que la simple problématique de gestion et de transparence de The Family. Je pense que c'est vraiment le modèle incubateur qui, pour moi, est en train peut-être de prendre une légère pente descendante. Des incubateurs, il y en a à chaque coin de rue en ce moment. Tous ne font pas de la qualité. Sur Paris, c'est hallucinant le nombre d'incubateurs qu'il peut y avoir. Sur Lyon, j'en parle même pas. Je regardais un petit peu sur Lyon il y a quelques jours le nombre d'incubateurs qu'il y avait. On parle de plus de 400 incubateurs. Enfin, c'est inouï, quoi. Et Dieu seul sait que toutes les startups qui sont créées n'ont pas de possibilité d'extension. Il faut être très clair. Il y a une problématique de méthodologie et puis on a une problématique franco-française de gestion, hein, qui est quand même importante. Maintenant, que The Family soit un peu pris entre le feu de ses actionnaires et puis des résultats très incertains, une communication hasardeuse, bah voilà, entre les problèmes purement personnels de son directeur et puis malheureusement aussi une année 2020 chaotique. 2021 va être guère mieux, hein, il faut être très clair. Je pense que la reprise économique, elle n'est pas pour tout de suite. Peut-être qu'ils ont vu un peu trop gros et puis peut-être qu'ils ont besoin de dégrossir un peu ou de maigrir, pardon, le terme plus exact. Mais l'avenir nous le dira. Maintenant, quelle est la grosse boîte qui n'a pas vécu des problématiques avec ses actionnaires à un moment donné, un manque de transparence? Enfin, voilà, on a tous vécu ce problème-là à un moment donné. C'est vrai, mais après, je pense que ce qui peut les sauver, c'est ce qu'il faut leur souhaiter, hein, c'est de continuer dans ce qu'ils ont commencé à faire, c'est-à-dire revenir aux métiers qu'ils maîtrisent vraiment. Et il y a probablement des métiers aujourd'hui proposés par The Family, je pense notamment au SEO. On peut pas dire que c'est maîtrisé, on peut pas dire que c'est à la hauteur de ce qu'on peut. C'est très bien marketé, c'est start-upé. Mais le SEO pour start-up, c'est pas forcément le SEO qui dure, etc. Donc voilà, moi je souhaite à The Family qu'ils continuent à inspirer l'écosystème français, mais je leur souhaite aussi qu'ils arrivent à retrouver un équilibre financier en revenant à des choses qu'ils savent vraiment faire pour rester une référence sur des domaines plutôt que d'essayer de tout couvrir, quoi. Ils ont lancé une formation pour apprendre à faire des sites e-commerce. Est-ce que c'est le rôle de The Family de se lancer dans le Make Money Online, par exemple? Voilà. Mais bon, on pourrait passer des heures sur The Family à décortiquer leur stratégie et leurs projets. Ok, ça marche. Allez, dans l'actu des startups, pour le coup, j'ai vu passer avant-hier, de mémoire le 19, le lancement de l'application Resto du Coin, donc qui veut se positionner contre les acteurs américains, donc une application française qui veut se positionner contre Uber Eats, contre Deliveroo et proposer aux restaurateurs français
une application pour passer cette période compliquée du Covid et donc de proposer de la vente à emporter via l'application avec une politique de commission beaucoup plus légère que ce que propose un Uber Eats, un Deliveroo, où on doit être sur des 20 ou 30% de commission. Eux facturent a priori 1 € pour la mise en relation entre le client et le restaurateur, pas de commission, et un classement des restaurants qui est fait par proximité uniquement et pas du tout par fonction des algorithmes un peu spéciaux que peuvent mettre en place ces géants dans le domaine. Alors, moi, je voulais échanger un peu avec vous. On a parlé un petit peu de tout ça entre nous. Qu'est-ce que vous pensez de ça et de manière plus globale, voilà, on s'était posé la question dans nos échanges entre nous, est-ce qu'aujourd'hui les restaurants doivent avoir des sites internet, est-ce qu'ils doivent passer par ces applications, etc., etc. Messieurs, qu'en pensez-vous? Alors, je prends la Pas parole. grand-chose, visiblement. Si c'est qu'on est poli, on ne veut pas couper la parole. C'est ça. C'est un super sujet. Et merci de l'avoir soulevé, Christophe. Alors moi, en un mot, le fait de vivre à l'étranger, je crois qu'on est tous assez internationaux là dans nos modes de vie, mais ça me rappelle qu'on a un avantage en France, c'est qu'on sait s'organiser, qu'on a l'initiative, qu'on a en fait aussi une recherche de sens. Et cette initiative, je ne sais pas si ça marchera, mais je pense que l'idée est très bonne et que l'objectif est sain, et donc j'espère vraiment que ça fonctionnera. Et je pense que qu'on peut être fier de ces initiatives qui sont créées. Donc, on n'est qu'au début. Personnellement, moi, je serais prêt à travailler gratuitement pour ce genre de choses parce que voilà, le sens fait partie aussi de ce qui nous anime et pas simplement les Uber, les Delivery, Just Eat et compagnie qui sont là pour faire du business et qui servent à rien finalement, qui sont juste des machines très efficaces avec les moyens marketing qui permettent d'exister, mais je préfère ce genre d'initiative. Donc voilà pour mon avis. Alors, pour info, moi, je te redonnerai la parole après, juste Kevin. Moi, j'ai installé l'application et c'est vrai que c'était un des points sur lesquels on avait parlé aussi dans nos échanges avant la réunion. C'est vrai que moi, je suis à 15 km au nord de Lyon, donc c'est quand même à côté de Lyon. Nous, chez nous, les Uber Eats, tout ça, on les voit jamais. Ils viennent pas jusqu'à chez nous. Et c'est vrai que là, en lançant l'application, il m'a bien répertorié tous les restos qui sont à côté de chez moi. Il n'y a pas de souci, mais il n'y a aucun resto inscrit. Donc, voilà, j'ai l'impression parfois d'être un peu dans le tiers-monde en étant à 15 km de Lyon. C'est le problème de toute place de marché. Il va falloir du temps avant qu'ils arrivent avec une audience suffisante. Et tu vois, c'est bien de prendre 1 €. Moi, j'applaudis l'initiative. Par contre, quand tu prends 1 € par transaction et que tu dois aller recruter des commerciaux pour signer les restos, pour former les restaurateurs à une nouvelle application, alors qu'il y a déjà des grosses boîtes qui ont fait le travail, et ensuite qu'il faut payer les livreurs. Sur le paiement des livreurs, je ne sais pas ce qui est prévu. D'après ce que j'ai compris sur la partie publicité, l'objectif, c'est vraiment de faire fonctionner le bouche à oreille et que les restaurateurs en parlent à leurs clients, etc. quoi. Donc, et ça, c'est très bien. Économiser sur la pub, c'est sûr que c'est le premier truc qu'ils vont devoir faire. Mais j'espère que c'est une initiative qui va réussir. Je me pose simplement la question de comment ils vont combler la partie paiement des livreurs, parce que les grosses initiatives qui ont eu lieu, notamment pendant le confinement, avec des livreurs qui se regroupent par ville pour monter leur propre réseau de distribution, pour se séparer des boîtes qui les payent mal, etc. C'est une vraie problématique. Il faut payer le livreur et le livreur, il est payé avec la commission. Et si cette commission, elle est à 1 €, se pose la question de comment tu payes le livreur aussi. Donc, très curieux de voir comment ça va se développer. Mais après, de la même manière, j'ai pas regardé dans le détail s'ils proposaient plus du click and collect ou de la livraison. J'avoue que j'ai pas vérifié dans le détail. C'est à creuser en effet. Ouais. Alors, sur le site, on peut clairement sélectionner livraison uniquement. Donc la livraison fait partie des services. Donc ouais. Ouais. La très proche proximité, on se répète un peu, mais la proximité maximale pourrait pousser au click and collect. Et c'est vrai que moi, j'utilise principalement ce type d'application. Pareil, dans ma campagne ici, il y a rien. Mais par contre, quand je suis en ville, j'aime bien l'utiliser. Et en réalité, souvent,
bah, tu l'utilises parce que tu n'as pas envie de marcher les 2-3 kilomètres ou de prendre le métro. Mais si on part sur des villes où tu peux aller à moins de 500 mètres trouver des bonnes adresses, c'est certain que le click and collect a beaucoup plus de sens. Le business model, il est pas neuf là-dessus. Too Good To Go, qui fait de la récupération de nourriture, avait exactement le même principe, mais une fois de plus, dans les zones rurales, il n'y a rien. Enfin, moi, je pense que il va y avoir un autre problème, c'est que les gens vont aller voir l'application, ne vont rien trouver, et puis à un moment donné, vont se détourner de l'application et vont partir en fait. Et aujourd'hui, Too Good To Go, à part sur les grandes villes, il se passe pas grand-chose. Alors, il y a un effet de mode communicatif au démarrage. À un moment donné, ça va s'arrêter. Quant au fait de concurrencer les grandes boîtes internationales sur la question, enfin, on va arrêter de rigoler 5 minutes. Too Good To Go lance aux US quand même. Donc, pas mal, ils se débrouillent bien. Oui, mais sur les grandes villes, une fois de plus, pas dans les zones plus ruralisées. Les grandes villes, ça fait pas tout non plus. Il faut être très clair. Voilà, on n'est pas tous dans les grandes villes, d'autant plus que les gens partent des grandes villes. En ce moment, on l'a vu avec le Covid, les gens retournent vivre en campagne par nécessité et par envie surtout. Et il va falloir à un moment donné que peut-être on trouve d'autres solutions. Là, j'aimerais bien aussi que les politiques locaux jouent un petit peu leur rôle là-dessus d'entrain. Je pense aux communautés de communes, aux municipalités, peut-être inciter les restaurateurs effectivement à jouer le jeu et à trouver des solutions. Quant au business model de la livraison, clairement pour 1 euro, enfin non, financièrement c'est pas viable et ça fonctionnera pas. Enfin, c'est pas possible. Soyons très clairs. Ok, allez messieurs, je vois le chrono qui tourne à vitesse grand V. On va aller encore se faire un petit peu des amis. Kevin, tu voulais nous parler du fiasco des rachats de sites par TF1. Ah bah ça, c'est une news qui m'intéresse parce que la valorisation des sites internet est un problème quotidien pour nous sur Dotmarket et j'ai vu passer un petit article publié par Capital. Alors c'est un peu un article à charge, notamment contre Maxime Barbier, le créateur ou co-créateur de Minute Buzz à l'époque, qui avait fait d'ailleurs le buzz en étant un des premiers médias à décider de passer en 100% vidéo sur Facebook. Et quand on voit ce que l'algorithme Facebook a décidé de faire de ces vidéos buzz, eh ben, c'était peut-être pas forcément une très bonne idée. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'article documente quand même relativement bien pas mal de sources qui ont analysé ce rachat et qui, dès le début, exprimaient que le rachat à 18 fois l'EBITDA était 40% plus cher que la norme du marché, si on peut dire, et que par conséquent, c'était plus un peu une stratégie coup d'éclat, une stratégie on va être le leader absolu et on va devenir un des plus gros groupes des médias digitaux francophones. Et voilà, bah là, le fiasco, c'est que le groupe TF1, enfin Unify, qui est une des filiales du groupe TF1 ou des parties du groupe TF1, annonce la dévalorisation de 75 millions des actifs qui ont été rachetés. Alors, officiellement, ça ne change pas grand-chose dans leur comptabilité, dans les dividendes, etc. Quand on lit le rapport, finalement, ça a l'air d'être une petite nouvelle comme ça. D'ailleurs, leur rapport est assez amusant parce qu'en fait, il est très, très positif. C'est-à-dire que tout a l'air d'aller vachement bien dans le meilleur des mondes. Les médias sont géniaux, la qualité est là, etc. Après, c'est un document qui est envoyé aux investisseurs et aux médias. Mais ça pose la question quand même de la stratégie de rachat de sites médias. Et c'est une discussion que j'avais pu avoir avec Ulrich Rosier après son rachat de mademoiselle.com. Et c'est une discussion intéressante parce qu'au final, il y a pas mal de médias qui ont été rachetés ces dernières années à des prix assez aberrants et qui aujourd'hui se revendent à des prix très intéressants pour des groupes médias comme le groupe Humanoïde qui ont une vraie compétence et une vraie stratégie et une vraie ligne éditoriale. Donc, moi, je suis surtout curieux de voir dans les prochains mois combien de sites du groupe Unify vont être mis en vente et qui fera les bonnes affaires. Ça marche. Bon, dis-moi, Kevin, j'ai vu passer un truc là. Je ne voulais pas trop qu'on en parle, mais j'ai vu passer un nouveau partenariat pour Flippa. Alors, le partenariat, il est pour Dotmarket. Il est plus avantageux pour Dotmarket que pour Flippa. J'ai un peu inversé les rôles.
Mais ouais, bah écoute, merci de l'intégrer en petite news. C'est vrai qu'on est assez fiers de ce partenariat. On a signé un partenariat en tant que broker partenaire français avec la plateforme Flippa. Donc Flippa, c'est une des plus grosses plateformes un peu le bon coin de l'actif digital. C'est plus de 5000 business en vente en temps réel, quel que soit le moment de l'année où tu y vas. Et ça fait quelques semaines qu'on était en discussion avec eux pour intervenir sur la partie achat-vente des business francophones. Donc, on va, si tout se passe bien, les aider, intervenir sur la partie vente des business francophones. Et ce qui est plus intéressant pour nous, parce que quand même, c'est Flippa qui est gros, hein, c'est pas Dotmarket, c'est que ça nous ouvre les portes de pas mal d'investisseurs hors France qui commencent à se poser la question du rachat de sites français. Et tu vois, si on regarde un peu la question du fiasco des rachats de sites par TF1, le truc vraiment intéressant, c'est que on commence à observer des questions d'arbitrage. Alors, le principe de l'arbitrage, c'est de poser la question à un moment donné si la variation de prix entre un marché et un autre, par exemple, est pertinente. Et aux États-Unis, il y a une énorme survalorisation des actifs digitaux. On est sur 40, 50 mois de profit net mensuel. En France, on est à peu près à 20. Et on commence à avoir des partenaires, notamment via Flippa, qui se posent la question de dire, bah, finalement, acheter un actif digital français qui vaut pas très cher par rapport aux US, mais sur lequel il faut créer une équipe francophone, est-ce que ça coûte pas quand même toujours moins cher que d'acheter un business US? Et c'est en ça qu'on est content de pouvoir bosser avec Flippa. Ok, ça marche. Bon, messieurs, je vous presse un petit peu. On est en train de bien exploser le timing. Encore pas mal de sujets qu'on voulait parler. Je pense qu'il y a un certain nombre qu'on va garder pour la semaine prochaine, du coup, notamment la partie update Google. Moi, je voulais juste te donner encore un petit peu la main, Stéphane, pour que tu nous parles d'une actualité d'Airbnb. Ouais, alors je vais essayer de faire rapide. Vous le savez, je suis en situation de handicap. Bon, bah, dans 2 heures alors. C'est ça. C'est ça. C'est exactement ça. Merci d'être venu. Hein. Vous endormez pas. Un petit café en début d'après-midi, ça va aller, vous allez tenir. Ouais, non, Airbnb a fait un truc absolument génial que moi j'attendais depuis des années. J'aurais aimé que ce soit les Français qui le fassent, mais c'est pas pour tout de suite. Ils ont rendu l'accessibilité universelle faisable pour toutes les personnes handicapées. Il y a 27 critères d'accessibilité qui sont arrivés sur le site pour réserver son logement d'un point de vue locataire, mais il y a aussi toute une plateforme d'accompagnement pour les propriétaires pour se mettre en conformité handicap, plein de conseils de communication. Enfin voilà, c'est juste génial. Il y a aussi toute une partie d'accessibilité numérique. Ils dévoilent toute leur campagne d'accessibilité numérique, donc ça c'est aussi très très bonne nouvelle. C'est souvent des sujets qu'on voit séparés les uns des autres, et là pour la première fois sur ce type de plateforme, on voit l'intégralité du sujet handicap qui est traité, et je m'en réjouis beaucoup. Alors j'utilisais Airbnb depuis 2 ans très fermement, voilà, j'encourageais Airbnb très fermement à se développer là-dessus. Je suis content, ils l'ont enfin fait, et ça va solutionner l'accessibilité pour des millions et des millions de personnes handicapées à travers le monde. Et il ne faut pas oublier non plus qu'Airbnb est partenaire des Jeux de France 2024. Donc là aussi, ça va être assez extraordinaire. 2028, Oui, peut-être 2028, on verra. Ça va être voilà. Mais blague, hein. Ouais, on ne sait pas encore, c'est l'incertitude. J'ai une pensée d'ailleurs pour les Jeux de Tokyo où la délégation commence à annoncer que ça sera peut-être pas possible pour cette année, ça va peut-être reporté ou tout simplement annulé. Mais en attendant, voilà, 2024 se prépare bien pour le logement, et c'est une très très bonne nouvelle pour les personnes handicapées qui vont accueillir ça comme un véritable soulagement de pouvoir se loger correctement, surtout. Voilà, quand on demande une chambre accessible, elle va être réellement accessible, et ça c'est cool. Ok, nickel. Bon, messieurs, je vous propose de zapper les 2-3 derniers sujets qu'on avait dans notre liste. On voulait parler de l'article d'Olivier Dufay sur l'update Google et différents guides SEO qui sont sortis, Sistrix et Brian Dean. On se les garde pour la semaine prochaine. Il y a des choses intéressantes à dire là-dessus. On commencera par cela, comme ça on sera sûr de ne pas les zapper. Merci à tous les trois pour ces échanges. Merci à vous d'être restés. On a dépassé un peu le timing prévu. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour avoir les notifications. Messieurs, un petit mot de la fin. À vendredi prochain. Alors... à la semaine prochaine. Sortez couverts. Sortez couverts. Merci. Je crois que David est figé. On a dû perdre David en route. Bon, allez, c'était le mot de la fin. Merci à tous pour votre attention. À la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao.